La petite Maddie McCann, vous en avez forcément entendu parler, même si vous êtes retiré sur une île déserte ou que vous êtes complètement aux fraises. Il faut dire que depuis sa disparition, le 3 mai 2007, il y a 5 mois, ici à Praia da Luz, Maddie a beaucoup fait parler d'elle. Et ça, grâce à ses parents, Kate et Jerry, qui ont décidé de ne jamais relâcher la pression. On peut dire qu'ils ont remué littéralement ciel et terre pour qu'on retrouve Maddie. Et quand je dis ciel et terre, je pense au ciel, c'est Benoît XVI, le pape, qui sont allés voir en jet privé. Ou alors la terre, c'est Richard Branson, le célèbre milliardaire. Ou qui est encore Laura Bush, par exemple. Ou encore David Beckham, le footballeur. Bref, tout le monde a lancé des messages, a dit il faut retrouver la petite Maddie. L'ennui, c'est que la petite Maddie, maintenant, les policiers portugais disent que c'est les McCann qui l'ont tuée. Pour la première fois depuis que les médias existent, une disparition d'enfants va faire le tour du monde. Pressés par les journalistes, Kate et Jerry McCann, les parents de Maddie, vont faire de la presse leur principal allié. Pour retrouver leur fille, les McCann ont mis sur pied, avec l'aide du gouvernement anglais, une véritable machine de guerre médiatique. Mais ça n'est pas du goût de tout le monde, notamment des Portugais. Alors pour que Maddie reste à la une, Kate et Jerry médiatisent leur angoisse. Ils multiplient les interviews, lâchent des photos et des vidéos personnelles et lancent constamment des SOS. Aucun mot ne peut décrire notre angoisse et notre désespoir. Nous, les parents de cette magnifique petite Madeleine. Nous demandons à quiconque qui pourrait avoir des renseignements, même les plus insignifiants relatifs à la disparition de Madeleine, de contacter la police portugaise. S'il vous plaît, aidez-nous à la récupérer en bonne santé. Les Britanniques ont le virus du chagrin collectif et l'affaire Maddie, relayée par la presse anglaise, devient une cause nationale. Un journaliste de Sky News est devenu le Mr Maddie anglais. Détaché sur l'affaire depuis le début, Martin Burnt est devenu le confident des parents et accessoirement une star. Les parents ont pris l'initiative seuls de convoquer la presse, les photographes. Ils ont fait régulièrement des conférences de presse. Ils ont voyagé dans le monde entier et ont tout fait pour qu'on parle de cette histoire. Mais le plus important de tout, c'est que ça reste un mystère. Personne ne sait rien. C'est toujours aussi inexplicable. Madeleine s'est comme volatilisée dans les airs. Mais les petites filles ne se volatilisent pas. Alors que s'est-il passé? Moi, en tant que chroniqueur judiciaire, je trouve l'histoire intéressante. Mais en tant que personne, je trouve ça fascinant parce que je ne sais pas. Et je veux savoir ce qu'il s'est passé. La traque mondiale pour retrouver Maddie prend vite des allures de grandes campagnes de communication, orchestrées selon les règles du marketing et de la gestion de crise. FindMadeleine.com, le site internet des parents McCann, où Jerry tient son blog personnel, est lancé quelques jours après la disparition de Maddie. Traduit en 16 langues, il enregistre des centaines de millions de connexions. Le groupe anglais Simple Minds offre son tube planétaire Don't You Forget About Me à la cause Maddie. Sur son blog, Jerry tient donc au quotidien le journal intime de l'enquête, sans en faire trop dans le pathos. Le site propose même de verser des dons. Il va engranger plus de 1,5 million d'euros collectés pour aider les parents McCann à retrouver leur fille, engager des détectives et couvrir les frais. L'opinion publique anglaise démarre au quart de tour. Les manifestations se multiplient dans tout le Royaume-Uni. Regardez bien Jerry. Si lui et Kate sont coupables d'homicide involontaire, ils ont fait preuve depuis le début d'un aplomb surhumain, doublé d'une incroyable perversité. Ce sont vraiment des acteurs dramatiques hors pair alors. De la course de solidarité dans la campagne anglaise, au temple du football à Glasgow le jour de la finale de la Coupe d'Angleterre, le petit visage de Maddie est partout. Les stars du ballon rond se joignent à la ferveur populaire. D'abord Ronaldo. Je suis très préoccupé par la disparition de Madeleine McCann. Puis John Terry. Aidez-nous, s'il vous plaît, téléphonez. Si vous avez vu cette petite fille, Et Beckham, la star. s'il vous plaît, allez au poste de police le plus proche de chez vous et donnez des informations, la moindre petite information. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci. Des stars du sport, mais aussi des grands patrons. Tous vont se rallier à la cause de la petite Maddie McCann et mettre la main au porte-monnaie. C'est la surenchère. Chacun y va de sa promesse de récompense à qui aidera à retrouver Maddie. Inévitablement, cet engouement va faire grincer des dents. Le couple McCann, resté au Portugal, peut compter sur son clan pour mobiliser les politiques anglais, relayer leur attente. Devant Westminster, la tante de Maddie tient une conférence de presse entourée de parlementaires qui arborent le ruban jaune et vert de Maddie, symbole d'espoir. Look for Maddie, le logo symbolisant le signe distinctif de la petite fille à l'œil droit, est placardé partout.
Le nouveau Premier ministre, Gordon Brown, et la famille royale apportent eux aussi leur soutien public aux parents. La nation entière est bouleversée. Les McCann, qui se déplacent désormais dans un avion privé, mis à leur disposition par Philip Green, un milliardaire solidaire, iront même jusqu'au Saint des Saints, le Vatican. Ce sont de fervents catholiques, et le pape Benoît XVI, qui les accueille place Saint-Pierre, va donner une messe dédiée à Maddie, et même bénir la photo de la fillette. Depuis le 3 mai 2007, les parents McCann sont donc en campagne, sur tous les fronts, inlassablement. Mais ni leurs supplications, ni les appels des stars, des politiques, ni les promesses de récompense, ni l'enquête, ni même les prières n'ont permis de retrouver Maddie. Tout va commencer ici et tout va nous ramener ici. On est le 3 mai dernier. C'est un soir un peu comme ça, il est 21h30, comme ce soir. Là, on est en octobre, mais en mai, il n'y a pas tellement de touristes à Praia da Luz. Donc on est là, vous voyez, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça, c'est l'appartement des McCann. Maddie est à l'intérieur, les volets ne sont pas fermés. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait absolument pas si quelqu'un est rentré, a pris Maddie et s'est cassé, ce qui est, vous le voyez, assez facile, ou si Maddie est morte à l'intérieur et que ses parents ont caché ce décès accidentel. Voilà, vous avez 52 minutes pour vous faire une religion. 5 jours que la famille McCann est en vacances à Praia da Luz avec un groupe d'amis. Jerry et Kate McCann, médecins tous les deux, vivent dans un quartier bourgeois de Leicester, à 170 km au nord de Londres. Les McCann ont 3 enfants, Maddie, l'aînée, Sean et Amélie, les jumeaux de 2 ans. Pour avoir leur bambin, Jerry et Kate ont eu recours à la procréation assistée. Comme chaque année, les McCann fuient le brouillard anglais pour s'accorder un peu de bon temps au soleil en famille. Cette année, pour la première fois, ils ont choisi le Portugal et le complexe propret, quoique un peu désuet, de l'Ocean Club. Il est 22h ce jeudi 3 mai quand Kate McCann quitte le bar à tapas où ils ont dîné avec leurs amis. Elle parcourt les 50 mètres qui la séparent de l'appartement numéro 5. Kate et Jerry ont laissé les enfants dormir et se relaient régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Mais Kate trouve la porte-fenêtre de la chambre ouverte. Maddie n'est plus dans son lit. Ils l'ont emmenée, crie Kate en sortant de la chambre, avant de s'effondrer, prostrée. L'hôtel est en effervescence. Jerry et les autres convives anglais entament les premières recherches. Il faut attendre 23h45 pour que la police portugaise, occupée ailleurs sur un incendie, arrive enfin. À 3h30 du matin, les recherches s'interrompent. Les investigations ne commenceront réellement que le lendemain matin. Le dispositif mis alors en place par la police portugaise est conséquent. L'hôtel est bouclé, ratissé, puis le voisinage, enfin toute la ville. Aucune hypothèse ne va être écartée. Enlèvement, accident ou noyade. Nous vous assurons que les autorités portugaises, les services municipaux, la protection civile, les pompiers, tout le monde s'implique dans cette recherche qui, je l'espère, nous permettra avant la fin de la journée de savoir ce qu'il s'est passé. Le bel optimisme du maire de Praia da Luz ne parvient pas à rassurer la communauté anglaise, qui craint déjà le pire. Solidaires, les touristes britanniques, très nombreux à Praia, viennent prêter main forte à la police. Je suis vraiment triste. J'ai pleuré hier soir. J'en pleure encore maintenant. Je suis vraiment bouleversée par tout ça. Les recherches s'étendent maintenant sur un cercle de 20 km autour de Praia. En fin de journée, toujours aucune trace de Maddie. Pour Jerry, pour Kate, la thèse de l'accident est écartée, sinon on aurait déjà retrouvé Maddie. C'est donc bien un rapt. Maddie a été enlevée. Le soir même, il lance un appel aux ravisseurs. S'il vous plaît, si vous avez Madeleine, laissez-la rentrer à la maison et retrouver sa maman, son papa, son frère et sa sœur. Maintenant, imaginons l'éventuel ravisseur. Forcément, il passe par ici, c'est la porte. Il prend la petite, on a dit qu'il allait sauter par la fenêtre. Alors c'est Belmondo parce que c'est haut. Il prend la petite simplement, il descend tranquillement et il s'en va par la porte. Ni vu ni connu. Qui aurait pu s'introduire dans la chambre des McCann pour enlever Maddie? Les témoignages sont très très minces. Seule Jane Tanner, présente au bar à tapas lors du dîner avec les McCann, déclare avoir vu passer un homme très pressé peu avant 22h, non loin de la chambre de Maddie, emportant ce qui pourrait être une enfant dans une couverture.
Jane Tanner et son compagnon, comme les McCann, comme leurs autres amis anglais, ont pris l'habitude de coucher les enfants avant de se retrouver au calme pour dîner. Et les adultes se relaient toutes les demi-heures pour aller jeter un coup d'œil dans les chambres. Ce soir-là, vers 21h30, Maddie sera vue par un des amis, endormi dans son lit pour la dernière fois. Voilà, là je suis exactement à l'endroit où les McCann dînent. C'est-à-dire que là on est le matin, donc c'est le petit-déj, le bar, etc. Mais le soir ça se transforme en bar à tapas. Donc les amis sont attablés ici, dehors. Et juste derrière moi, là, vous avez l'appartement. Donc vous voyez que d'ici on voit extrêmement bien ce qui peut se passer ou ne pas se passer dans l'appartement. Et pourtant, on ne verra personne entrer dans la chambre ni en sortir. Pour nous, dîner dehors, c'était pas très différent que de dîner au fond de son jardin. Le restaurant de l'hôtel était très proche de notre chambre. Il faut imaginer la culpabilité qu'on a de ne pas avoir été là, à ce moment précis. Penser qu'on aurait dû se trouver dans cette chambre et qu'on n'y était pas, c'est une culpabilité qui ne nous quittera jamais. Si la police portugaise a bien mis en place un dispositif pour coincer le kidnappeur, les investigations s'avèrent rapidement décevantes. Les empreintes sont inutilisables. Trop de gens sont rentrés dans la chambre des McCann avant que le périmètre ne soit bouclé par la police. Nous vous informons que les investigations dans le but de retrouver la petite Maddie se poursuivent avec l'implication de toutes les polices et autorités. Nous avons récupéré des images provenant de différentes vidéosurveillances. Elles ont été collectées et visionnées dans le but d'identifier un éventuel suspect. La police cherche d'autres témoignages pouvant corroborer les informations du seul témoin, Jane Tanner. Kate et Jerry lancent un nouvel appel. Nous avons la conviction que la présence d'un homme avec un enfant dans les bras confirme la thèse de l'enlèvement de Madeleine. Et nous renouvelons une fois encore notre appel à ceux qui auraient aperçu cet homme ou qui pourraient apporter des éléments nouveaux à l'enquête, qu'ils se manifestent auprès de la police. Qui peut bien être cet homme qui aurait emporté dans une couverture une enfant? Le 15 mai, la police arrête un suspect, Robert Murat. Nous nous rendons maintenant chez Robert Murat, le suspect numéro 1, le coupable idéal. Robert est un curieux personnage. Il a 33 ans, il est divorcé, sa femme vit en Angleterre avec leur petite fille, Sofia, 4 ans, et lui, il vit avec sa vieille maman, 79 ans, dans cette maison, la Casa Liliana. Robert, quand on fouille dans son passé, il n'y a pas grand-chose. Le seul problème qu'il a, en fait, c'est qu'il télécharge à ses heures perdues des vidéos porno sur Internet. Vous me direz, tout ça pour en faire un suspect numéro 1, c'est quand même pas grand-chose. Ah si, il y a quelque chose d'important. Sa maison, Casa Liliana, est située à 100 mètres de l'appartement numéro 5 des McCann. Et le soir où la petite Maddie disparaît, Robert va aider aux recherches. On va le voir rentrer, sortir dans l'appartement numéro 5, faire l'important, s'affairer avec les policiers, avec tous les gens qui sont mobilisés jusqu'à 3h30 du matin pour retrouver la petite Maddie. 2 jours plus tard, Laurie Campbell, une journaliste du Sunday Mirror, va balancer Robert aux flics en disant « Ce gars-là en sait trop. Il parle trop, il se moque de vous, il dit que vous faites mal l'enquête. » Et le Robert Murat se retrouve arguido, mis en examen. Murat est omniprésent dans Praia da Luz. Un quart de flic, Murat n'est jamais loin derrière. Il est l'ombre de la police, le complice des journalistes, le copain du personnel de l'hôtel. Cette sorte de fascination, cette curiosité autour de la disparition de Maddie vont finir par intriguer, surtout cette journaliste. C'est un homme pas très grand qui traînait toujours dans le coin. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur l'enquête. Il voulait savoir ce qu'on savait. Il voulait donner l'impression d'avoir une responsabilité officielle dans cette enquête. Mais nous, les journalistes, on se demandait pourquoi la police avait recruté ce monsieur tout-le-monde pour servir d'intermédiaire avec la famille. Il y avait beaucoup de gens pour les aider qui parlaient portugais ou anglais. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Alors la photo de Robert est présentée aux témoins. 2 amis des McCann présents au dîner le reconnaissent formellement, assurent l'avoir vu dans l'enceinte de l'hôtel le 3 mai 2007. Charlotte Pennington, une nurse employée par l'Ocean Club, atteste également avoir vu Murat dans les jardins de l'hôtel le soir de la disparition de Maddie. Le 15 mai 2007, ce n'est plus Robert qui vient à la police, mais la police qui vient à Robert. On fouille son jardin, on retourne sa maison, on prélève de l'ADN sur le matelas, on fait renifler les chiens, on passe tout au peigne fin. En fin de journée, Robert est mis en examen. Arguido le Robert, même si pour autant, il ne va pas se départir de sa gentillesse désarmante et troublante. Vous n'avez pas l'air inquiet. Il y a une raison pour ça. Pourquoi ça? C'est une injustice.
Dans sa chute, Robert va entraîner l'informaticien de sa petite société immobilière, un jeune russe, Sergei Malinka. Entendu pendant 12 heures par la police portugaise, il sort lavé de tout soupçon, mais particulièrement marqué par son audition. Je n'enlève pas les petits-enfants. Je suis un homme normal. J'ai rien à voir là-dedans. Mon casier est vierge, mais je suis choqué par la manière dont j'ai été traité par les médias comme un tyran. C'est vraiment inhumain, sans savoir, sans demander. C'est des rumeurs, ça n'a été qu'un ramassis de fausses rumeurs et des contre-vérités. La culpabilité de Robert Murat n'est pas si évidente. Les rapports des témoins ne se recoupent pas. Murat a certes été vu ce soir-là, mais à plusieurs endroits au même moment. De même, sa maison est la plus proche du club de vacances où séjournaient les McCann, mais ça n'en fait pas pour autant un voleur d'enfants. Alors Robert est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. J'ai passé 3 ou 4 heures avec lui. Je ne pense pas qu'il soit impliqué. Quand il a été interrogé par la police, ils lui ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'il avait lui-même enlevé Madeleine, mais par contre, qu'il aurait été un complice, qu'il aurait donné des informations permettant l'enlèvement de Madeleine. Il n'en a pas dit plus. Il reste dans une position confuse. On a perquisitionné 2 fois son jardin et 2 fois sa maison, sans qu'aucune preuve ne soit mise à jour. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de preuves suffisantes qui nous permettent d'arrêter qui que ce soit. Alors les flics portugais repartent à zéro et ne négligent aucune piste, quitte à partir sur de mauvaises. À la PJ de Portimao, on va recevoir 1500 témoignages. Conséquence de cette médiatisation à outrance, Madi a été vu partout. Nous sommes à Odiacher, au lieu-dit Canaféchal. C'est ici, si l'on en croit une lettre anonyme adressée au quotidien hollandaise Telegraaf, qu'est enterré le cadavre de Madi. La lettre stipule que c'est à 5 ou 6 mètres au nord de la route, sous ces pierres et ces branchages, qu'on trouvera le cadavre. Alors, les journalistes hollandais, quand ils reçoivent la lettre, évidemment, ils vont fouiller, ils ne préviennent pas la police portugaise, ils ne trouvent rien. Ils donnent la lettre aux Portugais, les Portugais viennent, ils ratissent 20 km², ils ne trouvent rien non plus. Le 10 juin 2007, une lettre anonyme arrive donc à la rédaction de Die Telegraaf, le premier quotidien national des Pays-Bas. Elle donne des indications morbides sur l'endroit où reposerait le corps de Madi. De toutes les fausses pistes, c'est la première qui évoque clairement le décès de Madeleine. Mais les fouilles ne donnent rien. Mélange de soulagement et de colère pour les parents qui se veulent optimistes malgré tout. Vous gardez la conviction que Madeleine peut être retrouvée quelque part dans le monde en vie? Est-ce que vous vous êtes laissé aller à des idées plus noires? C'est vrai, ces derniers temps, on s'est laissé aller à des idées noires. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus optimiste. Mais on n'a pas le choix. On doit continuer à avoir la foi. C'est ce qui nous aide à ne pas nous égarer. L'enquête s'enlise. Les policiers en charge du dossier, Sousa en tête, sont débordés par les témoignages qui affluent du monde entier. Toujours en juin 2007, ils vont coffrer un couple d'escrocs qui tentait de soutirer du pognon au McCann en échange d'informations bidons permettant soi-disant de localiser Madi. Retrouver Madi en vie devient synonyme de jackpot. Et des pistes, il y en a eu concernant Madi. Il faut dire qu'il y a 12 millions d'euros de récompenses en jeu. Donc ça crée évidemment des vocations. Il y a des pistes en Crète, à Malte, à Marrakech, à Carthagène en Espagne. Il y a même une piste qui mène jusqu'à un pédophile français. Et il y a même des pistes qui mènent jusqu'à, tenez-vous bien, aux gitans roumains. Aucune de ces pistes, à ce jour, ne s'est avérée concluante. Dernier en date, le Maroc. Avec cette photo prise par une touriste espagnole et publiée dans toute la presse, l'espoir n'aura duré que 12 heures. 12 heures pour localiser cette petite fille blonde, un peu floue sur le cliché. Une petite fille qui n'est pas Madi. Elle s'appelle Bouchra Benaïssa et ses parents marocains ont été sommés de présenter son acte de naissance. La piste nord-africaine est depuis le début privilégiée par la police. Le Maroc est à quelques heures en bateau du Portugal et chacun sait que les voitures qui embarquent sur les ferries ne sont pas fouillées. 2 semaines après la disparition, une touriste norvégienne, Mary Holly, en vacances à Marrakech, affirmait déjà avoir vu Madeleine dans une station-service. Je l'ai regardée dans les yeux quelques secondes. Et puis elle s'est retournée vers l'homme qui l'accompagnait et qui se tenait environ à 1 mètre d'elle. Et elle lui a dit quelque chose comme « Est-ce que je pourrais voir maman maintenant ?» Quelque chose comme ça. Fait troublant, le même jour,
un autre touriste déclare avoir vu Mahdi dans le même périmètre, dans le hall d'un grand hôtel de Marrakech. Et quelques temps plus tard, une troisième personne certifie avoir reconnu Mahdi, cette fois avec des cheveux teints en noir. Au total, 3 localisations sur la terre marocaine. Il n'en faut pas plus pour que Kate et Jerry reprennent leur bâton de pèlerin et le jet privé pour se rendre en Afrique du Nord. Là, c'est une foule en liesse qui va les accueillir. Partout, la même ferveur autour des recherches pour retrouver Mahdi. Les McCann tiennent une conférence de presse à Rabat et s'assurent du soutien et de la parfaite collaboration des autorités marocaines. Hélas, à ce jour, les témoignages marocains n'ont pas vraiment été concluants. Les vidéosurveillances scrutées à la loupe n'ont jamais formellement permis d'identifier Mahdi aux endroits où certains ont juré l'avoir vu. Chaque témoignage relance l'espoir chez les parents McCann et c'est un véritable tour d'Europe qu'ils entreprennent pour porter la bonne parole et faire comme ils se l'étaient promis. Ne jamais relâcher la pression, jouer à fond la médiatisation, comme ici en Allemagne. Cette décision de venir à Berlin et à Amsterdam, et aussi le voyage que nous avons fait à Madrid, ont un but, un seul et même but. Mettre le maximum de chances de notre côté pour retrouver notre Madeleine. Stockholm, Madrid, Rome, Athènes, Kate et Jerry sont partout, présentant les photos et un pyjama similaire à celui que portait Mahdi le soir de la disparition. Et il n'est pas rare que les McCann devancent d'une tête la police portugaise, engluée entre lourdeur administrative et enquête qui stagne. Cette omniprésence médiatique agace au Portugal, mais Kate et Jerry ne lâcheront jamais. Kate et moi, nous avons tenu le coup grâce aux gens qui nous soutiennent, mais aussi parce que nous avons été actifs dans l'enquête. Et je pense que si on s'était muré chez nous, derrière notre porte, à attendre, pendant des mois, on serait devenus complètement fous. Kate et Jerry vont alors engager leur propre police. 3 semaines seulement après la disparition de Mahdi, ses parents font appel à des détectives privés, des spécialistes du renseignement, d'anciens flics qui vont doubler la police portugaise. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient participer à l'enquête parce qu'ils commençaient à perdre un peu confiance dans les investigations policières. Alors on a dit qu'ils avaient engagé des experts, des privés, pour essayer de suivre la moindre piste qui pouvait exister. Dave Davis, l'ancien chef de la police de Londres, est un de ces privés engagés par les McCann. La loi portugaise a beau interdire formellement toute enquête parallèle, Davis revient de Praia da Luz officiellement pour personne et il est sévère. J'ai été particulièrement surpris par leur manière de travailler. Aucun périmètre de sécurité n'a été mis en place entre l'appartement, le restaurant, ce qui aurait été vraiment déterminant pour mettre en évidence le moindre indice ou témoin. Non, laissez-moi terminer. Il y a autre chose. La reconstitution. La police portugaise n'a jamais procédé à aucune reconstitution sur la base des témoignages de Jane qui a vu un homme partir. Toutes les polices du monde le font. C'est essentiel, ça fournit des éléments précieux. Et dans cette affaire, on en manque cruellement. Au bout de 3 mois d'enquête, la police judiciaire portugaise n'a rien. Mais alors, ce qui s'appelle rien de rien, pas l'ombre d'une piste. Et ça commence à la gonfler sévère. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Ici, au sud du Portugal, 65% des revenus, c'est le tourisme, et notamment venant d'Angleterre. Si les Anglais commencent à se dire, si on vient avec les gosses, ils vont nous rapter les gosses, il n'y a plus de tourisme et le Portugal se casse la gueule. C'est un élément. Avant l'effervescence Mahdi, Praia da Luz, la station favorite des Anglais, était renommée pour sa quiétude, ses jolies plages tranquilles, ses pubs aux multiples bières. Cette cité balnéaire de l'Algarve, au sud du Portugal, a vu en quelques années les hôtels de luxe, les résidences familiales tout confort, pousser comme des champignons le long de sa côte. Praia da Luz était la Mecque du tourisme anglais jusqu'au syndrome Mahdi. Elle était en vacances avec ses parents dans le sud, où beaucoup d'Anglais et d'Européens passent leurs vacances. Un endroit où on se sent en sécurité. Vous allez dans cette région pour la mer, le soleil, les plages. Vous prenez du bon temps avec vos enfants. On est tranquille, on ne ferme pas à clé les portes et les fenêtres à double tour la nuit. On se sent en sécurité, on est comme dans un cocon, comme si on était à la maison. Vous êtes moins sur le qui-vive avec vos enfants. Et l'idée qu'une chose aussi tragique puisse se produire dans un endroit comme ça, pour beaucoup de gens, c'est difficile à imaginer.
Bientôt, Praia se vide. Les annulations se succèdent dans les complexes hôteliers. Les responsables touristiques locaux commencent à flipper. Seuls les chauffeurs de taxi gardent le sourire et font un peu de gras sur le dos des journalistes présents pour couvrir l'affaire. Praia da Luz vit depuis plusieurs mois à l'heure des directs télévisés, des bouclages de presse écrite, on se tire la bourre, une effervescence pas terrible pour le touriste de base venu buller à Praia. L'ennui pour les journalistes, c'est que la police portugaise ne communique pas officiellement sur le dossier et qu'il faut bien raconter quelque chose au JT. Alors les journalistes vont à la pêche aux infos, auprès des locaux ou même des vacanciers. Un peu agacé à force, le maire de ce grand village de vacances est même sorti de sa réserve. Je voudrais m'adresser à tous les journalistes. S'il vous plaît, dites-vous que vous aussi vous pourriez être ici en vacances. Et il y a des limites. Et je crois pouvoir dire que les limites ont été franchies. Ça c'est sûr. D'autant qu'à Praia, j'ai croisé plus de journalistes unbedded à l'affût du scoop que de touristes en goguette. De là à ce que Praia devienne une destination pour amateurs de faits divers glauques, il n'y a qu'un pas. La région n'en est d'ailleurs pas à sa première disparition d'enfants. Il y a quelques années, la police locale de Portimao, dirigée par Olegario Souza, a déjà traité un épineux dossier dont on ne peut pas dire qu'elle se soit tirée avec brio. Donc ici, à la police judiciaire de Portimao, Souza a une idée lumineuse. Il se dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais mettre en examen les parents de McCann, je vais les faire arguido. Et en les mettant arguido, il obtient deux choses. D'abord, la possibilité qu'éventuellement, l'un des deux, Kate ou Jerry, craque pendant la garde à vue. Et secondo, après ça, ils peuvent plus moufter. Ils sont obligés de se taire. Et ça l'arrange parce qu'ils commencent à gloser un peu trop dans la presse anglaise en se foutant de la gueule de la police portugaise. D'une pierre, deux coups. Aussitôt dit, aussitôt fait. Kate et Jerry McCann sont mis en examen le 7 septembre 2007. Du statut de victime, il passe à celui de présumé bourreau. Il serait soupçonné d'homicide par négligence et d'occultation de cadavres. Entendu seul pendant 15 heures, Kate McCann est le principal suspect dans cette affaire. Elle sort à 1h du matin, épuisée, hagarde, anéantie par cette mise en examen. Il n'en faut pas plus pour déclencher une véritable guerre médiatique anglo-portugaise. Les uns défendent leurs ressortissants, les autres leur police, et les coups vont voler bas. Unanimement loués jusque-là pour leur courage et leur dignité, les parents McCann, désormais arguido, sont tenus au silence et ne peuvent riposter. C'est désormais par la voix de leur porte-parole, Justine McGuinness, qu'ils s'adressent à la presse. Aujourd'hui, Kate McCann est retournée à Portimao pour être auditionnée par la police et pour les aider dans leurs investigations. Kate et Jerry sont heureux de pouvoir collaborer avec la police dans les recherches pour retrouver leur fille Madeleine, comme ils n'ont jamais cessé de le faire. Kate continue de croire que Madeleine est en vie et espère dans la prière qu'elle reviendra vite. Kate est une mère aimante et généreuse. Elle est aussi l'une des victimes de cette extraordinaire et terrible affaire à rebondissement. Eh oui, Justine, tout le monde aimerait que le mystère Madi soit éclairci. Surtout la police portugaise, qui doit supporter à la fois la pression des autorités, de l'opinion publique et évidemment celle des médias. Elle a un devoir de résultat, là. Tout ce bruit médiatique, à force, ça a fini par agacer les policiers portugais, d'autant que la piste du réseau pédophile n'a pas mené très loin. Ils se sont demandé si ce bruit médiatique ne servait pas surtout à couvrir un décès accidentel, celui de la petite Madi, qui aurait pris trop de somnifères administrés par les parents, et que les parents continueraient à jouer ce rôle. Donc une sorte de très grande manipulation médiatique de façon à cacher la mort de la petite Madi. Ça suppose de la part de Kate et Jerry un aplomb surdimensionné. Ce sont des acteurs hors pair s'ils ont fait ça. Car les Portugais ont une théorie maintenant, celle de l'homicide involontaire avec dans le rôle des meurtriers de Madi, ses propres parents. Kate et Jerry, n'oublions pas qu'ils sont médecins, auraient administré des somnifères à leurs enfants pour qu'ils dorment d'un profond sommeil, leur laissant ainsi le loisir d'aller dîner tranquille avec leurs potes au bar à tapas. D'ailleurs, certains témoins n'ont-ils pas parlé de 14 bouteilles de vin, bu à 9 ? Mais en rentrant dans leur appartement, Kate et Jerry constatent le décès de Madi par overdose de sédatifs. Dans la panique, de peur d'être accusés de meurtre, de peur de voir leur carrière médicale ruinée, ils cachent le corps encombrant de la petite Madi avant de s'en débarrasser. Les parents sont médecins, ils connaissent les doses mieux que personne. Mais où sont les flacons? Où sont les rapports d'expertise? Où sont les traces de somnifères? Où ont-ils acheté les flacons? Bla bla bla.
Mais c'est très important de faire ces vérifications pour éliminer ces pistes. Je n'en veux à personne de chercher. Chercher, c'est parfaitement légal et normal. Pour accréditer un peu la thèse de cet homicide involontaire, les policiers portugais n'ont pas de preuves, certes, mais un faisceau de suspicions et des questions. Pourquoi avoir laissé des enfants aussi jeunes, tout seuls dans une chambre d'hôtel ? Dans la communauté portugaise, la notion de famille est très forte. Il y a ici beaucoup de familles nombreuses et ces familles sont très respectées. Au Portugal, on insiste pour dire qu'on peut sortir le soir avec ses enfants. Et vous ne trouverez pas un endroit au Portugal où vous ne pouvez pas emmener vos enfants avec vous, même le soir, en vacances. Alors les gens ont vraiment du mal à comprendre pourquoi ces enfants ont été laissés seuls ce soir-là. L'étau va se resserrer autour de Kate et Jerry. Le timing de leur soirée du 3 mai n'est pas très précis. Les déclarations des convives anglais du dîner contradictoires. Selon des sources proches de la police, des écoutes téléphoniques et des échanges de mails entre le couple McCann et leur entourage confirmeraient la mort de la fillette parce qu'ils parlent d'elle au passé. La police portugaise, toujours aussi peu loquace, sauf avec 2-3 journalistes portugais, laisse entendre qu'elle serait à la recherche d'un cadavre. Les crématoriums de la région sont passés au crible, y compris ceux pour animaux. La procédure suit son cours, et pour les personnes en charge de l'enquête, tant qu'il n'y a pas de certitude dans cette affaire, tout le monde doit être suspect. D'autant que de nouveaux éléments sortent dans la presse qui s'emballe. Une odeur de cadavre aurait été détectée par des chiens renifleurs sur les vêtements de Kate et sur le doudou de Maddie, le petit chat qui ne la quitte jamais. Les chiens policiers venus de Grande-Bretagne auraient même permis de localiser des traces de sang invisibles à l'œil nu sur les murs et sur les rideaux de l'appartement loué par les McCann. Mais plus accablant encore, des traces ADN de la petite Maddie et des cheveux de Maddie auraient été retrouvés dans le coffre d'une voiture louée par Kate et Jerry 25 jours après la disparition de leur fillette. La presse, insatiable, va pouvoir vendre du papier. Les journalistes portugais dressent le portrait de leur coupable idéal. Kate, une mère diabolique. On pense à l'affaire Villemin. Les opinions publiques commencent à faire volte-face. On jette alors en pâture le journal intime de Kate. Celui d'une mère épuisée par l'agitation de ses enfants, par Maddie qu'elle juge hystérique. Mais est-il vrai ce journal ? Il faut comprendre qu'ils ont intérêt à avoir des éléments à charge vraiment sérieux, parce que ça pourrait tourner à l'incident diplomatique s'ils ont tort. Alors vraiment, nous, notre réaction, c'est de dire il faut bien que les charges soient sérieuses. Et ce n'est pas juste la responsabilité de la police portugaise, mais aussi de la police anglaise. Toutes deux travaillent conjointement depuis le début. On a vu la police britannique, et c'est elle qui est en charge des tests et des investigations. Ce sont essentiellement les Anglais qui doivent faire la lumière là-dessus. Évidemment, pour le reste de la famille McCann, ceux qui vivent en Angleterre, c'est un coup dur. Alors chacun tente de garder la face. Kate et Jerry continuent de recevoir beaucoup de messages de soutien et les enfants vont bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Interroger Kate pendant 11 heures d'affilée alors qu'on n'a pas retrouvé Madeleine, qu'on la cherche, c'est une perte de temps. Et si c'est une blague, alors elle est vraiment de mauvais goût. Vous voulez faire une pause ? Non, ça va. Mais c'est vrai que c'est vraiment dur de parler de ça. J'aimerais tellement la prendre dans mes bras. Tenus au silence, Jerry et Kate, retranchés dans leur bunker portugais, une villa louée à la hâte, attendent les résultats des expertises médico-légales, espérant être lavés de tout soupçon. C'est une famille qui se trouve dans une situation complètement anormale. Ils ont perdu leur fille, ils sont accusés d'être responsables de sa mort, ils ont vu la police à la télé dire que leur fille était probablement morte, alors que la police ne leur en avait jamais directement parlé. Ils sont dans une position triste et confuse. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont innocents, simplement parce que je ne sais pas, mais je trouve extraordinaire de pouvoir imaginer qu'ils aient pu tuer leur petite fille. Au point où nous en sommes, on va laisser les McCann se reposer un peu de leurs émotions et on va méditer. Pour méditer, rien de mieux qu'une église, surtout si c'est celle de Praia da Luz. C'est là où tous les vendredis, encore aujourd'hui, il y a une cérémonie en mémoire de Maddie pour qu'elle revienne, puisqu'on considère qu'elle n'est toujours pas morte. Et c'est là aussi où les McCann ont puisé leur énergie et leur force de résister, notamment au fait d'être arguido, en se réunissant avec tous les cathos anglais du coin. Dès le lendemain de la disparition de Maddie, l'affaire prend un curieux tour religieux. On l'a vu, Kate et Jerry sont deux fervents catholiques. L'église de Praia da Luz va devenir leur refuge spirituel.
Depuis début mai, la petite église aux murs blancs et jaunes, surplombant la mer, est devenue le lieu de pèlerinage pour les McCann, mais également pour les Portugais et les touristes anglais compatissants. Je suis tellement désolée pour eux. On est venu là pour boire un verre et manger dans le coin. On est passé devant l'église et nous y sommes rentrés pour prier encore une fois pour Madeleine. La communauté catholique de Praia a affiché dès la première heure un soutien sans faille aux parents McCann. Pour Pedro Matos, un fidèle paroissien, Maddy fait un petit peu partie de la famille. Maddy, maintenant, c'est aussi un peu notre petite fille. Nous avons pris l'initiative d'instaurer tous les vendredis une prière pour tous les enfants disparus et particulièrement pour Madeleine et sa famille. Pas seulement Madeleine, mais aussi ses parents. Pourquoi ? Parce que nous les croyons innocents. Nous ne sommes ni juges, ni policiers. On croit en Dieu. Alors comme on ne peut rien faire, on fait ce qu'on sait faire. Et ce qu'ils savent le mieux faire, c'est prier. Prier pour Jerry et Kate McCann, qui ont toujours été fidèles à la petite église, lui assurant même une renommée mondiale en faisant quelquefois leur tribune. Ainsi, le 11 août 2007, c'est l'église de Praia da Luz que les parents McCann vont choisir pour commémorer de façon religieuse les 100 jours de la disparition de Maddy. Jerry et moi voudrions exprimer notre sincère gratitude et remerciements à tout le monde, et surtout à cette communauté qui nous a tellement soutenus. Je ne peux rien dire de plus que de vous demander, s'il vous plaît, de continuer à prier pour Madeleine. Elle est si mignonne. Du service religieux d'aujourd'hui, nous allons prendre la force et le courage, et l'espoir de continuer à croire en la meilleure issue pour nous et pour Madeleine. Merci. Le chemin de croix des McCann va les mener à Fatima, le lourd portugais. Toujours encadré par une horde de photographes, de journalistes et de badauds, le pèlerinage très médiatique des McCann, qui les a conduits jusqu'au Vatican, a été relayé dans le monde entier. De la basilique Saint-Pierre à la petite église de Praia, les mêmes prières pour retrouver Maddy. Attaché à la poignée de l'église, il y a un petit mot personnel. With love and prayers. Kate et Jerry, nous continuons à espérer, à prier pour Madeleine et à croire en vous, tous les deux, à 100%. À 100%, c'est pas le cas de tout le monde. Au moment où Kate et Jerry se transforment en coupables potentiels pour la police portugaise, leur côté bigot interpelle. Et la petite église de Praia va à son tour être l'objet de toutes les curiosités. Il faut dire que quelques jours après la disparition de Maddy, Kate et Jerry avaient reçu des mains du curé lui-même les clés de la petite église. Ils n'ont pas demandé les clés. C'est nous, enfin toute la communauté, qui nous sommes dit « Il faut que nous leur donnions les clés ». Les McCann ont donc le pass de la maison du Seigneur pour aller jour et nuit se recueillir sans avoir à supporter le regard des curieux. D'où ces questions dans la presse. En aurait-il profité? Aurait-il dissimulé le corps de Maddy sous la crypte? La police n'a pas mené d'investigation dans l'église. Personne ne sait rien, personne n'a rien vu. Mais chacun a quelque chose à dire. Pour moi, les parents n'ont rien à voir avec ça. Moi, je le sens. Je sens que les parents n'ont rien fait. Les journalistes parlent beaucoup, mais il n'y a que Dieu qui sache. Le Seigneur sait. Il fera justice. S'il y a eu crime, que tout soit découvert. Et nous attendons la sentence de Dieu notre Seigneur. Pour Day Davis, l'ex-chef de la police de Londres, l'implication des McCann, fervents catholiques dans le meurtre de leur petite fille, est une pure hérésie. Est-ce que vous pensez qu'un fervent catholique pourrait éliminer un enfant qu'ils ont eu tellement de difficultés à avoir et nourri pendant presque 4 ans, qui était aimé par une famille, qui sont de profonds catholiques? Est-ce qu'il pourrait le jeter dans une terre non sacrée? Cet acte, pour les catholiques, signifie que l'enfant ne peut pas monter au ciel. Il faut regarder le profil. C'est très important dans ce type d'investigation de regarder le profil des gens concernés. Ils sont médecins, ont fait le serment de préserver la vie, pas de la supprimer. C'est leur enfant.
Davis est en colère et avec lui, tous les supporters des McCann qui les applaudissent à la sortie de l'église et maudissent la police. Et l'enquête nous ramène ici à Portimao, devant le siège de la police judiciaire. On y revient toujours. Figurez-vous qu'il y a 3 ans, en 2004, une affaire assez semblable a eu lieu à quelques kilomètres de Praia da Luz. Une petite fille de 9 ans, Johanna, disparaît. Sa maman va voir la police, sa maman fait des affiches, sa maman parle aux médias et dit « Rendez-moi ma petite fille ». Elle soupçonne un réseau pédophile. Que se passe-t-il? La même équipe exactement qui est chargée aujourd'hui de l'enquête sur la disparition de la petite McCann s'empare de l'affaire. Ils ne croient pas une seconde la mère, ils l'accusent. Ils la mettent arguido comme les McCann. Et là, en garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Ils la frappent. Les photos en témoignent. Elle a le visage boursouflé, regardez ces photographies. Voici Léonore Cipriano qui a été interrogée pendant des jours sans dormir à la police de Portimao, comme l'a été ensuite Kate McCann. Léonore serait tombée malencontreusement dans les escaliers pendant sa garde à vue, selon la police. Son ex-mari Leandro Silva a plus que des doutes. La police dit que ce n'est pas eux. Mais moi, je sais que c'est eux. Une personne qui tombe dans les escaliers n'a pas de marque sur le visage comme ça. Éventuellement sur le corps. Elle peut être marquée un peu sur le visage, mais pas comme l'était Léonore. Je vous dis que la police portugaise ne fait pas bien son travail. Léonore et Leandro ne sont pas anglais, ils ne sont pas riches non plus, mais ils ont 2 enfants, dont Johanna, 9 ans. Le 12 septembre 2004, Johanna disparaît à quelques kilomètres de Praia da Luz. Sa mère la recherche activement, elle distribue des affichettes, alerte les médias portugais. Et comme dans l'affaire McCann, la police piétine, on ne trouve rien. Léonore, la mère de Johanna, est alors fermement interrogée par l'inspecteur Gonçalo Amaral, celui qui, 3 ans plus tard, sera chargé dans l'enquête Madi. Tomber dans les escaliers? Mais c'est un vieux classique de la police, ça. Elle est tombée dans les escaliers, mais vous croyez ça, vous? Vous avez vu sa tête? Mais si vous tombez dans un escalier, vous tombez toujours sur le côté, jamais de face. Sur le côté droit ou gauche? Non, si vous voulez mon avis, c'est clairement la trace d'un coup de poing dans la gueule, ça. Alors, sans doute entre 2 chutes dans l'escalier, Léonore passe aux aveux. Elle reconnaît avoir tué sa fille, parce qu'elle l'aurait surprise en train de faire l'amour avec son propre frère. Mais ces aveux, elle ne les réitérera jamais. Condamnée à 16 ans de prison, Léonore clame son innocence depuis la cellule 24 du pénitencier pour femmes, en suppliant qu'on continue à chercher Johanna. Car aujourd'hui encore, comme pour Madi, on n'a pas retrouvé Johanna. Je pense que les McCann et nous, c'est pareil. C'est un cas très similaire. Sauf que si les McCann avaient été portugais, ils seraient déjà en prison. Sous les verrous, enfermés à double tour, comme on dit chez nous. Verrouillés. Écoutez, je n'ai aucune raison objective de descendre la police portugaise. J'ai jamais travaillé avec eux. Les Espagnols, les Français, oui, j'ai travaillé avec eux. Les polices ont toutes leurs particularités. Mais moi, je trouve que vraiment, la police portugaise a hérité des méthodes de la police secrète. Et moi, j'aime pas ça. Je suis pour une police démocratique. Et dans une société démocratique, on doit pouvoir compter sur sa police. Ça, elle est particulièrement secrète, la police portugaise. Malgré toutes nos demandes d'interview, elle refuse de répondre. Vous êtes là ou quoi? Faut bosser un peu là. Ils sont pas là. Ils dorment. C'est décourageant, mais il faut les comprendre. La police portugaise est dans la nasse. Le 17 septembre 2007, Olegario Sousa, porte-parole dans l'affaire Madi, démissionne. Écœuré par la manière dont les McCann ont été traités ces derniers temps. Le 2 octobre 2007, c'est au tour de Gonçalo Amaral, le roi de la garde à vue musclée, d'être limogé. Les éléments à charge contre les McCann semblent de plus en plus minces. Le sang, retrouvé sur les murs de l'appartement des McCann, on sait aujourd'hui qu'il appartient à un homme qui l'aurait précédemment loué. Le doudou, avec une odeur de cadavre, qui était médecin, elle a pu être en contact avec des personnes décédées avant son départ en vacances. Et la peluche, elle ne la quitte jamais depuis que Madi a disparu. Elle a pu être imprégnée. Restent les prélèvements dans la voiture de location, louée 25 jours après la disparition, des cheveux et du liquide corporel pouvant provenir du corps décédé de Madi. Les résultats des analyses tardent. C'est d'ici, depuis l'aéroport de Faro, que Kate et Jerry, les parents, ainsi que les petits jumeaux, vont rentrer le 9 septembre dernier vers l'Angleterre.
Le drame, c'est qu'ils retournent en Angleterre sans Maddy. Ils avaient promis qu'ils reviendraient avec Maddy, c'est raté. En revanche, retourner au bercail en Angleterre, l'avantage c'est que là-bas on les croit encore innocents. Ici maintenant ils sont non seulement arguidos, mais en plus présumés largement coupables par la population portugaise. Les McCann ont beau être suspectés, dans le droit portugais, leur mise en examen ne les oblige pas à rester dans le pays. Et comme le Portugal est devenu pour eux une terre hostile, Jerry, Kate, Amélie et Sean, les jumeaux, prennent la direction de l'aéroport pour rejoindre l'Angleterre, toujours escortés par une nuée de photographes et de journalistes qui ne les auront pas lâchés d'une semelle pendant tous ces mois. À leur descente d'avion, visiblement très éprouvée, Jerry et Kate ne dérogent pas à la règle qu'ils s'étaient fixée. Ils parlent aux médias. Aujourd'hui, Kate, Sean, Amélie et moi rentrons à la maison, comme nous l'avions prévu. Revenir en Angleterre après tant de temps devenait nécessaire. Nous voulons, dans la mesure du possible, que les jumeaux retrouvent une vie normale dans leur pays. Et nous sommes très affectés par les accusations récentes. Et revenir en Grande-Bretagne sans Madeleine ne signifie pas que nous abandonnons les recherches. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous ferons tout pour la retrouver et savoir ce qui est arrivé à notre fille. Continuons de faire tout notre possible pour la retrouver. Kate et moi remercions encore toutes les personnes qui nous ont soutenus jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et ce que nous aimerions vous demander maintenant que nous sommes rentrés en Angleterre, c'est de respecter notre vie privée. Notre retour en Grande-Bretagne n'aurait pas pu se faire sans l'accord des autorités portugaises et nous les en remercions. La loi portugaise nous interdit de faire quelques commentaires sur l'enquête. En dépit de tout ce qui a pu être raconté, nous voulons une fois encore le répéter. Nous aurions été incapables, et nous ne pouvons que le clamer. Nous n'avons joué aucun rôle dans la disparition de notre petite fille chérie, Madeleine. Et les McCann rentrent enfin chez eux, à Leicester, sous le crépitement des flashs, l'œil des caméras, devant la forêt de micros tendus. Épiés, surveillés, soupçonnés ou admirés, les McCann le seront peut-être encore longtemps, car c'est toujours l'énigme. Que s'est-il passé cette nuit du 3 mai 2007, à Praia da Luz, entre 20h30 et 22h? Madeleine McCann n'a pas fêté ses 4 ans avec sa famille. Elle est à ce jour toujours portée disparue, comme des milliers d'autres enfants de par le monde. Le visage de Maddy, lui, a fait le tour du monde. Elle aura été vue partout. Mais personne ne peut dire à ce jour ce qui est arrivé au petit ange blond.